Vas-y. Alors, donc, les syndicats CGT Éducation, Sud Éducation, FO Collège Lycée, FO SNUDI FO pour le primaire et le SNETA pour l'enseignement professionnel. Donc, conteste le projet de réforme de l'évaluation des enseignants, donc, qui était censé passer normalement en CTM mercredi 16 novembre, mais qui sera sans doute décalé de quelques semaines. Parce que c'est un projet qui, premièrement, va être qui va renforcer encore les inégalités dans l'évaluation et donc dans l'avancement et le salaire chez les enseignants. Et c'est un projet aussi qui va accroître encore les possibilités d'évaluation arbitraire, c'est-à-dire que l'évaluation se fera maintenant avec une grille de compétences. Donc il y a 11 compétences dans la deuxième version du projet là, qui est actuellement jusqu'à présent, la version qui est pour l'instant la version finale. Donc il y a 11 compétences dont 6 qui ne sont pas en lien direct avec l'enseignement. C'est des compétences qui peuvent laisser la porte ouverte à des interprétations assez personnelles et donc à une évaluation assez arbitraire, par exemple sur contribuer à l'action de la communauté éducative, la coopération au sein d'une équipe, c'est-à-dire que c'est des compétences qui évaluent des questions assez de l'ordre du relationnel, de l'ordre du comportement. Et ajouter à cela, toujours dans le caractère arbitraire de cette évaluation, la possibilité donc de mettre sous tutelle en quelque sorte des enseignants, alors ils appellent ça l'accompagnement, mais en fait il s'agit vraiment d'une mise sous tutelle des enseignants individuellement ou collectivement. C'est-à-dire que toute une équipe pédagogique peut être mise sous tutelle, et y compris pour des motifs qui peuvent être, d'après les termes du projet, c'est expliciter le contenu d'une réforme. Par exemple, au cas où on serait un peu réticent dans certaines politiques menées par le ministère de l'Éducation nationale, on pourrait nous mettre sous tutelle pour mieux nous expliquer, parce qu'apparemment, même quand on est recruté à Bac+5, on n'est pas assez intelligent pour comprendre. Justement par rapport à ça, je pense que c'est le fruit aussi de la lutte qu'on a menée contre la réforme du collège, où les collègues effectivement ne se sont pas laissés faire dans les formations, formatages qu'on leur a imposés, donc qui se sont rebiffés effectivement contre les discours dominants qu'on a essayé de leur imposer. Et donc la réponse du ministère est maintenant effectivement qu'on pourra les mettre sous tutelle, s'ils ne comprennent pas bien, effectivement, donc toute l'équipe qui... voilà. Donc c'est aussi un moyen de museler effectivement les collègues. Le pire, c'est que cette manière d'évaluer les collègues avait déjà été refoulée. On avait réussi à la faire refouler en 2012, c'était le fameux décret Châtel. Et là, ils nous resserrent, c'est pas le même gouvernement, ils nous resserrent la même sauce, présentée différemment. Voilà. Et donc là, de toute façon, on revient à la charge, on ne votera pas de toute façon ce projet. C'est censé rentrer en action à la rentrée prochaine? Oui, alors... Avec des bémols, parce qu'il va falloir, parce que c'est couplé aussi avec une refonte des grilles indiciaires, etc. Donc ce qui, là, en termes de technique de mise en place, puisqu'il va falloir avoir une année N qu'on va prendre en compte, etc., ça aura des applications directes à partir de 2018. Mais la grille, effectivement, sera mise en place dès 2017, la grille de lecture et d'évaluation. Alors, pour compléter un petit peu, ça se situe dans le cadre d'une réforme dite PPCR, c'est-à-dire parcours professionnel, carrière et rémunération, qui n'a pas été signée d'ailleurs, qui n'a pas été signée par une majorité de syndicats de la fonction publique, mais qui quand même a été forcée, passée en force, en tout cas qui n'a pas été signée ni par Force ouvrière, ni par la CGT, ni par Solidaire Fonction Publique. Ni la FSU d'ailleurs. Si, la FSU. Ils ont signé finalement quand même. Enfin, la FSU a approuvé. En fait, ce PPCR, alors il y a un certain nombre de choses qui sont présentées, il a été présenté que ça allait améliorer la carrière des enseignants. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aura en plus, il y a actuellement la classe normale, la hors-classe, et il y aura en plus une classe exceptionnelle. Mais la classe exceptionnelle, comme elle sera sur des critères de fonction, ce sera réservé à un certain nombre de collègues, un nombre assez limité de collègues, qui
accepteront des bouts de travail de contremaître, une sorte de contremaître de l'éducation nationale, chose qui n'existe pas actuellement. En ce qui concerne les progrès, parce qu'on nous dit qu'il y aura des progrès indiciaires, en fait, on va se retrouver en 2020 avec, selon les corps et selon les échelons, pas énormément. Ah, bonjour. Non, c'était pas. Oui, d'accord, c'était pas bon. Donc, je disais donc, en fait, des salaires qui vont baisser. Parce que ce qui se passe, c'est que il va y avoir une nouvelle grille, mais entre-temps, il y aura une augmentation des cotisations en retraite. Et on va arriver, alors c'est dommage, j'ai pas le tract sur moi, mais en tout cas, on va se retrouver en 2020 avec des salaires plus bas, de bien plus bas ou de légèrement plus bas qu'en 2010. Donc comme revalorisation, c'est très limité. Et je voudrais insister sur le côté non pédagogique de cette évaluation et sur le côté arbitraire, c'est-à-dire que actuellement les enseignants sont évalués par une double notation. C'est un système qui est très critiqué, mais il est encadré. Il est également très encadré, donc on ne peut pas dire n'importe quoi, alors que sur l'évaluation par compétences, un jour vous serez compétent, votre chef d'établissement change, vous pouvez devenir insuffisant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On peut passer de 1 à 0 selon le changement d'inspecteur, de chef d'établissement. Et puis, il y avait encore autre chose qui est maintenu. Il y avait au point de départ l'obligation de faire une espèce d'auto-évaluation. Alors ça ne devient plus obligatoire, mais quel collègue, quand il y aura 4 rendez-vous de carrière dans la carrière, quel collègue me dira ben, je m'en fiche, je ne le remplis pas, c'est pas obligatoire donc je ne suis pas obligé de le remplir. Il est clair que déjà, le simple fait de ne pas le remplir fera une sélection, ce sera formellement pas obligatoire, mais bien entendu, tous les collègues qui ont légitimement envie d'améliorer leur situation vont le remplir. Donc voilà, c'est purement, comment dire, c'est purement formel, quoi. Puis pour continuer juste sur l'arbitraire, on a un item qui s'appelle « Respecter les principes éthiques », qui est censé être justement évalué par le chef d'établissement. Sur quelle base on va avoir des principes éthiques? Chaque chef va avoir des principes éthiques différents. En plus, on a un principe éthique, c'est extrêmement vague. À moins qu'il ait une grille lui-même. En plus, bah, évidemment, chacun va avoir sa grille personnelle, d'autant que ça met en cause le paritarisme, parce que quand on voudra défendre les collègues, qu'avant on pouvait défendre par rapport au point, on avait une note chiffrée, une note pédagogique sur 60, une note administrative sur 40, alors que là on va avoir des choses tout à fait, alors oui, alors pourquoi un tel a eu très satisfaisant et l'autre seulement satisfaisant. Donc d'un établissement à l'autre, on n'aura plus aucune prise là-dessus. Ça rappelle notamment, ça on l'a évoqué au syndicat, ça rappelle notamment les méthodes managériales qui ont été appliquées chez France Télécom. On a vu les résultats délétères que ça avait pu avoir. C'est une hyper-individualisation. Voilà. C'est surtout la mise en concurrence. Et la mise en concurrence. Avec les autres. Et sur des critères très flous. C'est le libéralisme pur. Et je vais rajouter 2 choses, c'est-à-dire que dans cette réforme, il apparaît qu'il y a plein de fonctions qui sont en dehors de l'enseignement qui sont prises en compte, déjà dans la grille des compétences. En rapport avec les parents, comme ça. Oui. Alors, oui, contribution à l'action de la communauté éducative, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, par exemple. Et même, à part la grille de compétences, l'accès à la fameuse classe exceptionnelle, c'est pareil, ça se fait quasi exclusivement sur des critères extra-didactiques, enfin pédagogiques. Le seul critère, la seule fonction vraiment éducative qui soit reconnaissable dans l'accès à la classe exceptionnelle, c'est l'enseignement en REP.
Mais c'est le seul, et c'est carrément une exception par rapport à tous les autres critères. Et en dehors de ça, on voit donc que ce qui était déjà mis en place avec la réforme des statuts il y a 2 ans, c'est-à-dire le fait que dans nos statuts, maintenant, on indique clairement noir sur blanc que nos fonctions sont l'enseignement et d'autres tâches diverses et variées. Une fois que c'est mis dans les statuts, maintenant, ça va faire partie de l'évaluation, ça va même faire partie de l'évaluation, plus encore peut-être que l'enseignement lui-même. Et il y a une cohérence dans tout ça, il y a une cohérence entre la réforme des statuts, maintenant la réforme de l'évaluation, et probablement après viendra une réforme de la formation continue des enseignants, puisqu'il y a un rapport qui vient d'être rendu au ministère au mois d'octobre sur la formation continue des enseignants, qui préconise entre autres de tenir compte de ce que les enseignants font comme formation continue dans leur évaluation. C'est-à-dire que à la fois les stages qu'on veut ou qu'on accepte de faire dans la formation continue pourront être valorisés dans le cadre de l'évaluation, ou en même temps l'évaluation pourra déboucher sur une obligation de faire telle ou telle formation. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence globale de toutes ces réformes-là depuis 2014, voire même avant, jusqu'à la prochaine qui n'est même pas encore arrivée. J'ai 2 questions là. Est-ce que ça concerne tous les ordres d'enseignement? Et la deuxième, donc, vous pouvez me dire exactement quels sont les syndicats, donc ils ne sont pas présents, qui sembleraient d'accord avec cette réforme? Oui, oui, alors ça concerne déjà les enseignants du premier degré, du second degré, long du second degré lycée professionnel, et ça concerne également les autres personnels du second degré, les CPE, les conseillers d'orientation. Voilà, donc c'est l'ensemble des personnels qui sont concernés. La réforme a été approuvée par le SGEN CFDT et par l'UNSA, mais ça, on est habitué. Mais pourquoi la FSU, par exemple, n'est pas là? Alors, dans votre intersyndical, oui, alors, ça m'a frappé. On les a invités, mais ils nous ont répondu, donc le SNES nous a répondu, que le protocole PPCR permettait des avancées, et donc, en termes de carrière, et donc et de rémunération. Qui ne voulaient pas. Et, ça veut dire les statuts exceptionnels là au-dessus du hors-classe? Oui, oui, et puis le CNES est très attaché à ces... Ils ont une présentation aussi, non mais il faut dire aussi qu'ils ont une présentation, c'est-à-dire que quand on lit le 4 pages de la FSU, on trouve des plus 150, plus 200, plus... apparemment, ils ont oublié de tenir compte de choses... Des cotisations. De la hausse des cotisations. Donc ils prétendent qu'il va y avoir une amélioration. Et plus précisément pour la position de la FSU sur le projet d'enseignement, il y avait une grosse d'évaluation des enseignants, il y avait une grosse réserve sur la première version du projet, quand il y avait encore l'obligation de rendre son autocritique à l'inspecteur. Depuis que le document d'autocritique n'est plus obligatoire, du coup ça passe. Ça s'appelait comme ça Non, c'est la façon de caricaturer. Oui. Mais non, c'était de l'auto-évaluation. Voilà. L'auto-évaluation. Depuis que ce document n'est plus obligatoire, donc le SNES ne voit plus d'objection. Alors après, il faut voir comment ils vont voter au CTM quand le CTM arrivera, mais probablement ils vont s'abstenir. Voilà. Faut pas empêcher. C'est probable qu'ils s'abstiennent. D'ailleurs, encore plus délicat pour eux, on attend vraiment de voir comment ils vont se positionner dans le vote, non seulement au CTM, mais aussi au CHS-CTM, c'est-à-dire Commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail. Parce que là, il y a des choses pointues qui vont être mises en avant, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur les effets psychologiques sur les collègues. Et là, je pense que certains vont être gênés et coincés pour ce type de vote. Moi, là où je vais intervenir en tant que PLP, donc c'est déjà qu'il y a un problème avec ces critères pour l'accès effectivement à cette classe exceptionnelle, qui de notre point de vue en termes de PLP sont quelque peu discriminatoires, puisque l'enseignement en REP ne nous est plus offert, puisque les lycées et lycées pro ne peuvent plus être en REP. Donc cette classe exceptionnelle, nous, on ne peut pas y prétendre de ce fait-là. Donc on ne peut plus y prétendre que par le parcours de carrière, et ça concerne 6% des hors-classes. C'est vraiment la portion congrue. Là, c'est vraiment la classe exceptionnelle qui est l'exception dans le parcours.
Et nous, ça nous pose un gros problème de ce côté-là. D'ailleurs, on se bagarre pour que les lycées puissent revenir effectivement